Première itération. Un goût de paradis. Mike Bowman sifflotait gaiement au volant du Land Rover de location qui traversait la réserve biologique de Cabo Blanco sur la côte pacifique du Costa Rica par une belle matinée de juillet. La route pittoresque longeait une corniche dominant d'un côté la jungle, de l'autre les flots azurés du Pacifique. Les guides touristiques affirmaient que l'on trouvait à Cabo Blanco une nature intégralement préservée, presque le paradis. En regardant autour de lui, Bowman avait l'impression que les vacances commençaient enfin. Âgé de 36 ans, Mike Bowman, promoteur immobilier à Dallas, était venu passer 2 semaines au Costa Rica avec sa femme et sa fille. C'est sa femme, Hélène, qui avait eu l'idée de ce voyage. Pendant plusieurs semaines, elle lui avait vanté la beauté des parcs nationaux du Costa Rica et répété que ce serait bien que Tina puisse les découvrir. Mais, dès leur arrivée, Mike apprit qu'Hélène avait rendez-vous à San José avec un spécialiste de la chirurgie esthétique. C'est la première fois qu'il entendait parler des excellents chirurgiens aux honoraires modérés et des luxueuses cliniques privées de San José. Une terrible dispute avait naturellement éclaté. Mike avait le sentiment justifié que sa femme lui avait menti et il s'était fermement opposé à toute intervention. D'ailleurs, l'idée même était ridicule. Tout juste âgée de 30 ans, Hélène était encore très belle. Elle avait été élue reine de l'université Rice en dernière année et cela remontait à moins de 10 ans. Mais Hélène, d'une nature anxieuse, s'inquiétait depuis quelque temps de voir l'éclat de sa beauté se faner. Le Land Rover rebondit dans un nid de poule et projeta de la boue sur le bas-côté. Mike demanda Hélène, assise derrière le conducteur. Es-tu sûr que c'est la bonne route? Nous n'avons vu personne depuis des heures. Nous avons croisé une voiture il y a un quart d'heure, répondit-il. La bleue, tu t'en souviens? Oui, mais elle allait dans la direction opposée. Ma chérie, c'est une plage déserte que tu voulais, eh bien tu vas la voir. J'espère que tu as raison, fit Hélène en secouant la tête d'un air peu convaincu. Oui, papa, lança Christina de l'arrière. J'espère que tu as raison. Faites-moi donc confiance. Ils roulèrent en silence pendant quelque temps, puis Mike reprit la parole. C'est beau, non? Regardez-moi ce paysage. Magnifique. Ouais, fit Tina. C'est pas mal. Hélène prit son poudrier et se regarda dans le miroir. Elle pressa les doigts sous ses yeux et remit en soupirant le poudrier dans son sac. La route commença à descendre et Mike Bowman se concentra sur la conduite. Soudain, une petite silhouette sombre traversa la route à toute allure et Tina poussa un cri avant que l'animal disparaisse dans la jungle. Regardez, regardez! Qu'est-ce que c'était? Demanda Hélène. Un singe? Peut-être un saïmiri, répondit Bowman. Je peux le compter? Fit Tina en prenant son crayon. La fillette, âgée de 8 ans, dressait pour l'école la liste de tous les animaux qu'elle avait vus pendant le voyage. Je n'en suis pas sûr, répondit Mike. Tina parcourut les photos du guide touristique. Je ne crois pas que c'était un saïmiri, annonça-t-elle. Probablement un autre singe hurleur. Ils en avaient déjà vu plusieurs depuis le début du voyage. Écoutez, poursuivit-elle avec entrain, d'après le guide, les plages de Cabo Blanco sont fréquentées par de nombreuses espèces d'animaux sauvages, singes hurleurs et à tête blanche, paresseux à 3 doigts et coatis. Tu crois que nous verrons un paresseux à 3 doigts, papa? Je te parie tout ce que tu veux. Vraiment? Regarde dans le rétroviseur. Très drôle. Bordée par la végétation tropicale, la route continuait de descendre doucement vers l'océan. Mike Bowman se sentit dans la peau d'un héros quand ils atteignirent enfin la plage totalement déserte. Un croissant de sable blanc festonné de palmiers et long de plus de 3 kilomètres. Il gara le Land Rover à l'ombre d'un arbre en bordure de la grève et sortit les cartons du pique-nique. Franchement,
dit Hélène en commençant à mettre son maillot de bain. Je me demande comment je vais pouvoir perdre du poids. Ta silhouette est parfaite, ma chérie, fit Mike, qui, au fond de lui-même, trouvait sa femme trop mince, mais avait appris à ne pas aborder le sujet. N'oublie pas ta crème solaire, cria Hélène à sa fille qui courait déjà sur la plage. Plus tard, répondit Tina par-dessus son épaule. Je vais voir si je peux trouver un paresseux. Hélène Bowman scruta l'immensité de la grève puis se tourna vers les arbres qui l'abordaient. Elle ne risque rien, demanda-t-elle d'une voix inquiète. Tu vois bien qu'il n'y a pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde. Et les serpents? Je t'en prie, soupira Mike Bowman. Il n'y a pas de serpents sur la plage. On ne sait jamais. Ma chérie, poursuiva-t-il avec fermeté, les serpents sont des animaux à sang froid, des reptiles, incapables de réguler la température de leur corps. Il fait presque 35 degrés sur le sable. Si un serpent sortait de la forêt, il grillerait aussitôt. Crois-moi, il n'y a pas de serpent sur cette plage. Mike Bowman leva la tête et vit que sa fille était déjà loin, petite silhouette noire sur le sable blanc. Laisse-la faire, ajouta-t-il en passant le bras autour de la taille de sa femme. Laisse-la s'amuser. Tina courut jusqu'à ce qu'elle se sente épuisée, puis elle se laissa tomber sur le sable brûlant et roula jusqu'au bord de l'eau. L'océan était chaud et il n'y avait presque pas de vagues. Elle resta assise quelques instants, le temps de reprendre son souffle, puis se retourna vers ses parents pour voir quelle distance elle avait parcourue. Sa mère agita les bras pour lui faire signe de revenir. Tina lui répondit en levant joyeusement la main, comme si elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas envie d'enduire son corps de crème solaire, pas plus que d'entendre sa mère répéter qu'elle devait maigrir. Elle avait simplement envie de rester où elle était, et avec un peu de chance, elle verrait peut-être un paresseux. Elle en avait vu un l'avant-veille au zoo de San José. Il ressemblait à un personnage des Muppets et avait l'air tout à fait inoffensif. En tout cas, le paresseux était incapable de se déplacer rapidement et elle courait beaucoup plus vite que lui. Entendant sa mère l'appeler, Tina décida de s'éloigner de l'eau et de se réfugier sous le couvert des palmiers. Dans cette partie de la plage, leur feuillage dominait un enchevêtrement de racines noueuses de palétuvier, la mangrove impénétrable. La fillette s'assit et poussa du pied les feuilles sèches du palétuvier. Elle remarqua de nombreuses traces de pattes d'oiseaux sur le sable. Le Costa Rica était renommé pour ses oiseaux. Les guides affirmaient qu'il y avait 3 fois plus d'oiseaux dans ce petit pays qu'aux États-Unis et au Canada réunis. Certaines traces à 3 doigts étaient petites et si peu marquées qu'on les distinguait à peine. Mais il y en avait de plus grandes, des empreintes bien plus profondes dans le sable. Tina les regardait distraitement quand elle entendit une sorte de gazouillement suivi d'un bruissement de feuilles dans la mangrove. Est-ce que les paresseux gazouillaient? Tina ne le pensait pas, mais elle n'en était pas sûre. C'était plutôt le cri d'un oiseau de l'océan. Elle attendit tranquillement, sans bouger, puis elle perçut un nouveau bruissement et découvrit la source du gazouillement. À quelques mètres d'elle, un grand lézard sortit de la mangrove et la regarda avec curiosité. Tina retint son souffle. Un nouvel animal pour sa liste. Le lézard se dressa sur ses pattes arrière, sa queue épaisse lui servant de balancier, et continua de la regarder fixement. Dans cette position, il était haut de près de 30 centimètres avec un corps vert foncé au dos rayé de brun. Ses petits membres antérieurs se terminaient par de minuscules doigts de lézard avec lesquels il battait l'air. Sans détacher d'elle son regard, le lézard pencha la tête sur le côté. Tina le trouva mignon, comme une sorte de grosse salamandre. Elle leva la main et agita les doigts à son tour. Sans manifester la moindre crainte, le lézard s'avança vers elle en marchant sur ses pattes de derrière. Il était à peine plus gros qu'un poulet et, comme un poulet, il marchait avec de petites secousses de la tête. Tina se dit qu'il ferait un merveilleux animal familier. Elle remarqua que les empreintes du lézard avaient 3 doigts, exactement comme celles des oiseaux. L'animal se rapprocha de la fillette qui demeurait parfaitement immobile pour ne pas l'effrayer. Elle n'en revenait pas de le voir venir si près, mais elle se rappela qu'elle était dans un parc naturel où tous les animaux devaient savoir qu'ils étaient protégés. Ce lézard était probablement apprivoisé,
Peut-être attendait-il même qu'elle lui donne à manger. Par malheur, elle n'avait rien. Tina tendit lentement la main, la paume ouverte, pour lui montrer qu'elle était vide. Le lézard s'arrêta, pencha la tête et gazouilla. Je regrette, dit Tina. Je n'ai rien pour toi. Brusquement, l'animal bondit sur la main tendue de la fillette. Tina sentit les petits doigts du lézard lui pincer la peau et le poids de l'animal l'obligea à baisser le bras. Puis le lézard remonta le long du bras tendu en direction de son visage. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit plus demanda Hélène Baumann, les yeux plissés pour se protéger de l'éclat du soleil. Je voudrais la voir, c'est tout ce que je demande. Je suis sûr que tout va bien, fit son mari en fouillant dans le carton de pique-nique préparé par l'hôtel. Il y avait du poulet rôti peu appétissant et une sorte de pâté à la viande. Hélène n'allait jamais vouloir manger cela. Elle n'aurait pas eu l'idée de s'éloigner de la plage. Non, chérie, je ne pense pas. Cet endroit est tellement isolé, poursuivit Hélène. Je croyais que c'était ce que tu cherchais. C'est vrai. Alors, quel est le problème? Je voudrais simplement la voir, répondit Hélène. Soudain, portés par le vent, ils entendirent la voix de leur fillette. Elle poussait des hurlements. Punta Arenas. Je pense que tout ira bien maintenant, déclara le docteur Cruz en rabattant le pan de plastique de la tente à oxygène dans lequel Tina était endormie. Mike Bowman était assis au chevet de sa fille. Le docteur Cruz, qui paraissait très capable, parlait un excellent anglais perfectionné pendant des stages à Londres et à Baltimore. Non seulement le praticien respirait la compétence, mais la Clinica Santa Maria, l'hôpital ultramoderne de Punta Arenas, était bien équipé et d'une propreté impeccable. Et pourtant, Mike Bowman restait inquiet. Il ne parvenait pas à sortir de son esprit que l'état de sa fille unique était très grave et qu'il se trouvait loin de chez eux. Quand il était arrivé auprès de Tina, elle poussait des hurlements hystériques. Tout son bras gauche était ensanglanté, couvert d'une multitude de petites morsures de la taille d'un pouce et parsemé de taches de bave mousseuse comme une salive gluante. Il l'avait transportée le long de la plage et avait vu presque aussitôt le petit bras commencer à rougir et à enfler. Mike n'oublierait pas de sitôt le trajet de retour vers la civilisation. Le Land Rover dérapait et patinait sur la piste boueuse qui s'enfonçait dans les collines, tandis que Tina, dont le bras devenait de plus en plus rouge et gonflé, hurlait sans discontinuer de peur et de douleur mêlées. Bien avant qu'ils n'atteignent la lisière du parc, l'enflure s'était étendue jusqu'au cou et Tina avait commencé à avoir des difficultés à respirer. Ça ira maintenant demanda Hélène, le regard rivé sur la tente à oxygène. Je pense, répondit le docteur Cruz. Je lui ai administré une autre dose de stéroïdes et elle respire beaucoup plus facilement. Vous pouvez constater que l'œdème du bras a bien diminué. Et ces morsures commença Mike Bowman. Nous ne sommes pas encore en mesure d'en déterminer la nature, répondit le médecin. Je n'ai personnellement jamais rien vu de tel, mais vous remarquerez qu'elles sont en train de disparaître. Il est déjà difficile de les distinguer, et j'ai eu le temps de prendre quelques photos. En nettoyant son bras, j'ai également pris plusieurs échantillons de cette salive gluante. L'un sera analysé ici, un autre envoyé au laboratoire de San José, et nous conserverons le troisième qui sera congelé en cas de besoin. Avez-vous son dessin? Oui, répondit Mike Bowman. Il tendit au médecin le croquis que Tina avait fait quand on l'avait interrogé à son arrivée à l'hôpital. C'est l'animal qui l'a mordu? Demanda Cruz en regardant le dessin. Oui, répondit Mike Bowman. Elle a dit que c'était un lézard vert de la taille d'un poulet ou d'un corbeau. Je ne connais pas cette espèce, poursuivit le médecin. Elle l'a représenté debout sur ses pattes de derrière. En effet, confirma Bowman. Elle m'a dit qu'il marchait sur ses pattes de derrière. Le docteur Cruz haussa les sourcils et considéra plus longuement le dessin. Comme je ne suis pas spécialiste, reprit-il, j'ai demandé au docteur Gutiérrez de venir nous voir. C'est un chercheur de la Reserva Biologica de Caracas, de l'autre côté de la baie. Il pourra peut-être identifier l'animal. Il n'y a personne à Cabo Blanco demanda Bowman. C'est là qu'elle a été attaquée. Malheureusement non. Il n'y a pas de permanent à Cabo Blanco.
et aucun chercheur n'y a travaillé depuis un certain temps. Vous avez dû être les premiers à fouler le sable de cette plage depuis plusieurs mois. Mais vous verrez, mon confrère est très compétent. Le docteur Gutiérrez portait la barbe, un short kaki et une chemise. À leur grande surprise, les Bowman découvrirent qu'il était américain. Ravi de faire votre connaissance, dit-il avec un léger accent du Sud au moment des présentations. Marty Gutiérrez expliqua qu'il était biologiste diplômé de Yale et qu'il travaillait au Costa Rica depuis 5 ans. Il examina minutieusement Tina, lui souleva délicatement le bras, étudia chacune des morsures avec un stylo torche et les mesura à l'aide d'une règle de poche. Au bout d'un moment, Gutiérrez s'écarta en hochant lentement la tête, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Puis, il examina les épreuves prises au Polaroid par le docteur Cruz et posa quelques questions sur la salive qui, d'après son confrère, était déjà analysée au laboratoire. Marty Gutiérrez se tourna enfin vers les Bowman qui attendaient anxieusement. Je pense que tout ira bien pour Tina, déclara-t-il. Mais il y a quelques détails sur lesquels j'aimerais revenir, ajouta-t-il en prenant des notes d'une écriture rapide et déliée. Votre fille affirme avoir été mordue par un lézard vert, haut d'une trentaine de centimètres, qui a gagné la plage en sortant de la mangrove, dressé sur ses pattes de derrière. Oui, c'est bien cela. Et ce lézard a émis des sons. Tina a dit qu'il gazouillait, qu'il poussait des petits cris aigus, un peu comme une souris. Oui, oui. Très bien, fit le docteur Gutiérrez. Je connais ce lézard. Le biologiste expliqua que sur les 6000 espèces de lézards répertoriées dans le monde, une douzaine au plus étaient capables de se tenir debout, et seules 4 de ces espèces vivaient en Amérique latine. Et en juger par la couleur, le lézard qui avait attaqué Tina ne pouvait appartenir qu'à une seule espèce. J'ai la conviction qu'il s'agit d'un Basilicus amoratus, un basilic, un reptile saurien rayé que l'on trouve au Costa Rica et également au Honduras. Debout sur ses pattes de derrière, il peut atteindre 30 centimètres. C'est une espèce venimeuse? Non, Madame Bowman, absolument pas. Gutiérrez expliqua que le gonflement du bras de Tina était un phénomène allergique. D'après les statistiques, ajouta-t-il, 14% des gens sont violemment allergiques aux reptiles et votre fille semble faire partie de cette fraction de la population. Mais elle hurlait, elle criait qu'elle avait mal. C'est probablement vrai, fit le biologiste. La salive des reptiles contient de la sérotonine, une substance qui cause de vives douleurs. Sa tension artérielle est retombée avec les antihistaminiques, demanda-t-il en se tournant vers son confrère. Oui, répondit Cruz. Rapidement. Sérotonine, fit Gutiérrez. Pas de doute. Hélène Bowman ne parvenait pas à chasser son anxiété. Mais pourquoi un lézard l'aurait-il mordu demanda-t-elle. Les morsures de lézard sont très courantes, répondit Gutiérrez, surtout dans les eaux, parmi le personnel chargé des soins des animaux. Mais j'ai appris il y a quelques jours qu'un lézard avait mordu un bébé dans son berceau, à Amaloya, à une centaine de kilomètres de l'endroit où vous étiez. Les morsures sont donc fréquentes, mais je ne m'explique pas très bien pourquoi votre fille en avait tant. Que faisait-elle au moment où le lézard l'a attaquée? Rien. Elle m'a dit qu'elle était assise et qu'elle évitait de bouger pour ne pas l'effrayer. Assise sans bouger? Fit Gutiérrez, l'air perplexe. Je crois que nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé, ajouta-t-il en secouant la tête. Il est impossible de prévoir les réactions d'un animal sauvage. Et la salive qu'elle avait sur le bras, poursuivit Hélène. Je ne cesse de penser à la rage. Ne craignez rien, chère madame. Les reptiles ne transmettent pas la rage. Votre fille a eu une réaction allergique à la morsure d'un basilic, c'est tout. Mike Bowman montra à Gutiérrez le dessin de Tina. C'est une représentation acceptable d'un basilic, fit le biologiste en hochant la tête, même si quelques détails sont inexacts. Le cou est beaucoup trop long et elle n'a dessiné que 3 doigts aux pattes de derrière qui en ont 5. La queue est trop épaisse et elle ne devrait pas être dressée. À part cela, c'est un spécimen tout à fait ressemblant de l'espèce qui nous intéresse. Mais Tina a spécifié que le cou était long, insista Hélène Bowman. Elle a affirmé que les pattes avaient 3 doigts. Notre fille est très observatrice, glissa Mike. Je n'en doute pas, répliqua le biologiste en souriant. Mais je pense quand même qu'elle a été mordue par un Basilicus amoratus et qu'elle a eu une violente réaction herpétologique.
Avec les soins qui lui sont prodigués, tout devrait être terminé en 12 heures. Votre fille sera en pleine forme demain matin. Dans le laboratoire moderne installé au sous-sol de la Clinica Santa Maria, le bruit se répandit que le docteur Gutiérrez avait identifié l'animal ayant mordu la petite américaine, un inoffensif basilic. Les analyses de la salive furent aussitôt interrompues, malgré un premier fractionnement qui révélait la présence de plusieurs protéines ayant un poids moléculaire très élevé et une activité biologique anormale. Mais le technicien de nuit avait beaucoup à faire, et il plaça les échantillons de salive sur la tablette du réfrigérateur. Le lendemain matin, son collègue de jour consulta la liste des patients devant quitter l'hôpital dans la journée. Voyant que Christina Baumann était autorisée à sortir dans la matinée, il jeta les échantillons de salive. Mais, au dernier moment, il remarqua qu'un échantillon portait l'étiquette rouge, signifiant qu'il devait être envoyé au laboratoire de l'université de San José. Il récupéra l'éprouvette dans la corbeille et l'expédia au laboratoire. Allez, fit Hélène Baumann en poussant Tina en avant. Dis merci au docteur Cruz. Merci, docteur, articula la fillette. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Elle leva le bras pour serrer la main du médecin. Vous avez une nouvelle chemise, ajouta Tina. Cruz prit un air perplexe, puis un sourire s'épanouit sur son visage. Tu as raison, Tina. Quand je suis de service de nuit, je change de chemise le matin. Mais vous ne changez pas de cravate. Non, seulement la chemise. Mike vous a dit qu'elle était très observatrice, glissa Hélène Baumann. C'est certain, fit le médecin en souriant et en serrant la main de la fillette. Je te souhaite une excellente fin de séjour au Costa Rica, Tina, dit-il avec gravité. Je vous remercie, docteur. À propos, Tina, lança le médecin tandis que les Baumann commençaient à s'éloigner. Te souviens-tu du lézard qui t'a mordu? Oui, bien sûr, répondit la fillette en se retournant. Te souviens-tu de ses pieds? Oui, oui. Il avait des doigts. Oui. Combien en avait-il? 3. Comment peux-tu en être sûr? Parce que j'ai regardé, répondit Tina. De toute façon, toutes les empreintes des oiseaux sur le sable avaient 3 doigts, comme ceci, ajouta-t-elle en levant la main, les 3 doigts du milieu écartés. Et celles du lézard aussi. Les empreintes du lézard étaient comme celles d'un oiseau? Oui, oui, répondit Tina. Et il marchait comme un oiseau, en remuant la tête. Elle fit quelques pas en levant et en baissant alternativement la tête. Après le départ des Baumann, le docteur Cruz décida de faire part de cette conversation à Gutiérrez, qui avait regagné le centre de biologie. Je dois reconnaître que le témoignage de la petite est étrange, fit Gutiérrez d'une voix songeuse. De mon côté, j'ai fait quelques vérifications et je ne suis plus certain qu'elle ait été mordue par un basilic. En réalité, j'en doute fort. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être? Évitons les suppositions hâtives, répondit Gutiérrez. À propos, avez-vous entendu parler à l'hôpital d'autres morsures de lézard? Non. Pourquoi? Si vous apprenez quelque chose, cher ami, tenez-moi au courant. La plage. Marty Gutiérrez regardait le soleil descendre vers l'horizon. Ses rayons obliques qui faisaient miroiter l'eau de la baie percèrent l'écran des feuilles des palmiers et atteignirent l'endroit où il était assis, à la limite de la mangrove et de la plage de Cabo Blanco. Il devait se trouver tout près de l'endroit où, l'avant-veille, la petite américaine avait été attaquée par le lézard. Comme il l'avait dit au Bowman, les morsures de lézard étaient assez courantes, mais à sa connaissance, jamais un basilic n'avait mordu personne. Et il n'avait jamais entendu parler d'une hospitalisation à la suite d'une morsure de lézard. De plus, le rayon de l'empreinte des dents sur le bras de Tina semblait être légèrement trop grand pour un basilic. Dès son retour à Caracas, il avait fait des recherches dans la petite bibliothèque du centre, mais n'avait rien trouvé sur les morsures de basilic. Il avait ensuite consulté une banque de données américaine, International Bow and Service, mais n'avait trouvé aucune référence à une hospitalisation à la suite des morsures de ce saurien. Par acquis de conscience, il avait appelé le centre médical d'Amaloya, où on lui avait confirmé qu'un nouveau-né de 9 jours, dormant dans son berceau, avait été mordu au pied par un animal qui, selon la grand-mère du nourrisson, le seul témoin, était un lézard. Le pied avait aussitôt gonflé et le bébé avait failli en mourir. D'après la description faite par la grand-mère,
Le lézard était vert avec des rayures brunes et l'animal avait mordu le pied à plusieurs reprises avant d'être chassé par la vieille femme. Étrange, avait murmuré Gutiérrez. Non, avait répliqué le fonctionnaire comme les autres. Il avait expliqué qu'il avait été informé de plusieurs autres incidents de même nature. Un enfant mordu dans son sommeil à Vasquez, le village côtier le plus proche, et un autre à Puerto Sotrero. Tous ces incidents avaient eu lieu au cours des 2 derniers mois et concernaient des enfants ou des bébés endormis. Ce schéma nouveau et si caractéristique incita Gutiérrez à envisager l'existence d'une espèce de lézard encore inconnue, ce qui semblait tout à fait plausible au Costa Rica. Large de 120 kilomètres à son point le plus étroit, le pays était plus petit que l'État du Maine, et pourtant, malgré sa superficie restreinte, le Costa Rica disposait d'un habitat biologique d'une exceptionnelle diversité. 2 océans, l'Atlantique et le Pacifique, 4 chaînes de montagnes culminant à plus de 3 500 mètres avec des volcans en activité, forêts tropicales et forêts pluviales, zones tempérées, régions marécauses et déserts arides. Une telle diversité écologique engendrait une extraordinaire multiplicité d'organismes animaux et végétaux. Le Costa Rica comptait 3 fois plus d'oiseaux que l'ensemble de l'Amérique du Nord, plus de 1 000 espèces d'orchidées et 5 000 d'insectes. On découvrait sans cesse de nouvelles espèces et, pour une raison navrante, ce phénomène prenait de l'ampleur depuis quelques années. La déforestation gagnait tout le pays et à mesure que leur habitat était détruit, les espèces vivant dans la forêt changeaient de milieu et parfois aussi de comportement. Il était donc tout à fait plausible qu'il s'agisse d'une espèce inconnue. Mais en même temps que l'excitation provoquée par cette idée, il y avait l'éventualité inquiétante de nouvelles maladies. Les lézards étaient porteurs de maladies virales dont certaines pouvaient être transmises à l'homme. La plus grave était une forme d'encéphalite qui provoquait une sorte de maladie du sommeil chez l'homme et le cheval. Il était donc important de découvrir ce nouveau lézard, ne fût-ce que pour déterminer s'il était porteur d'un virus. Marty Gutiérrez soupira en regardant le soleil descendre vers l'horizon. Peut-être Tina Bowman avait-elle vu un animal inconnu? Peut-être pas. En tout cas, lui n'avait rien vu. À son arrivée dans la matinée, il avait chargé son pistolet à air comprimé de fléchettes de ligamine et s'était dirigé vers la plage plein d'espoir. Mais il avait perdu sa journée et il allait bientôt être obligé de regagner la voiture car il ne voulait pas conduire de nuit sur la route mal entretenue. Gutiérrez se leva et commença à rebrousser chemin le long de la plage. Après quelques centaines de mètres, il aperçut la silhouette sombre d'un singe hurleur qui avançait en bordure de la mangrove. Le biologiste s'écarta et se dirigea vers la mer. Si c'était bien un singe hurleur, il y en avait probablement d'autres dans les arbres, et ces bestioles avaient la charmante manie de couvrir les intrus d'urine. Mais celui-ci semblait être seul. Il marchait lentement et s'arrêtait fréquemment pour s'asseoir. Le singe avait quelque chose dans la bouche. Gutiérrez se rapprocha, et il vit que l'animal mangeait un lézard dont la queue et les pattes postérieures dépassaient de sa bouche. Même à la distance où il se trouvait, il distinguait les rayures brunes sur le fond vert. Le biologiste s'allongea sur le sable, prit son pistolet et visa le singe. Le hurleur, habitué à vivre dans une réserve, le regarda avec curiosité. Il ne s'enfuit pas, même quand la première fléchette passa en sifflant près de lui. Quand la seconde se ficha dans sa cuisse, l'animal poussa un cri aigu de colère et de surprise mêlée. Il lâcha les restes de son repas et s'enfonça dans la mangrove. Gutiérrez se releva et s'avança. Il n'avait aucune inquiétude pour le singe. La dose de tranquillisant était trop faible pour provoquer autre chose qu'une somnolence de quelques minutes. Le biologiste pensait déjà à ce qu'il allait faire de sa découverte. Il rédigerait un rapport préliminaire, mais il allait de soi que le reste de l'animal serait envoyé aux États-Unis pour être formellement identifié. À qui les envoyer? L'expert patenté était Edward H. Simpson, professeur honoraire de zoologie à l'Université de Columbia à New York. Un homme âgé, élégant, aux cheveux de neige, Simpson était le plus grand spécialiste mondial de la taxinomie des lézards. Gutiérrez songea qu'il enverrait probablement le sien au docteur Simpson. New York. Le docteur Richard Stone, chef du laboratoire des maladies tropicales du centre médical de l'Université de Columbia,
ne manquait jamais une occasion de signaler que cette appellation pompeuse ne correspondait pas à la réalité. Au début du siècle, à l'époque où le laboratoire occupait la totalité du quatrième étage du bâtiment de recherche biomédicale, des équipes de techniciens travaillaient sans relâche à éliminer des fléaux tels que la fièvre jaune, le paludisme et le choléra. Mais les progrès de la science et l'ouverture de laboratoires de recherche à Nairobi et Sao Paulo avaient sensiblement réduit l'importance de celui de Columbia. Le labo n'occupait plus qu'une partie de l'étage et n'employait plus que 2 techniciens à plein temps, dont le plus clair du travail consistait à diagnostiquer des maladies contractées par des New-Yorkais de retour de l'étranger. Le paisible train-train du laboratoire des maladies tropicales fut rompu ce matin-là par l'arrivée d'un colis. Charmant, dit la technicienne en prenant connaissance de l'étiquette de la douane. Fragment partiellement mastiqué de lézard du Costa Rica. À vous l'honneur, Dr. Stone, ajouta-t-elle avec une grimace de dégoût. Richard Stone s'approcha pour inspecter le colis. C'est ce que nous envoie le labo d'Ebb Simpson demanda-t-il. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi il nous envoie un lézard. La secrétaire de Simpson a téléphoné, expliqua Stone. Son patron est en mission à Bornéo jusqu'à la fin de l'été, et comme il y a un risque de maladie transmissible, elle a demandé à notre labo d'examiner ce lézard. Voyons de quoi il s'agit. Le cylindre de plastique blanc, de la taille d'une bouteille de 2 litres, était muni de fermetures métalliques et d'un couvercle à pas de vis. Il portait l'inscription Spécimens biologiques internationaux et était couvert d'étiquettes et d'avis rédigés en 4 langues et destinés à dissuader des douaniers soupçonneux de l'ouvrir. Selon toute apparence, ces avis avaient fait leur effet. Stone dirigea la grosse lampe sur le cylindre et il constata que les plombs étaient encore intacts. Il mit des gants de caoutchouc et un masque. Le labo avait récemment identifié des spécimens contaminés par la fièvre équine du Venezuela, l'encéphalite B du Japon, la maladie de la forêt de Chiasanur, le virus Langat et le virus Mayaro. Puis, il dévissa le couvercle. Il entendit le chuintement d'un gaz qui s'échappait et vit sortir une vapeur blanche. La surface du cylindre devint glacée. Stone sortit du cylindre un sac plastique à fermeture éclair contenant quelque chose de vert. Il étala un drap chirurgical sur la table et retourna le sac qu'il secoua. Un morceau de chair congelée tomba avec un bruit mat. Ah fit la laboratine. Il est à moitié dévoré. Oui, que veut-il que nous fassions de ça? La technicienne consulta les documents joints au colis. Ce lézard aurait mordu des enfants. Il demande une identification de l'espèce et redoute que les morsures n'aient transmis des maladies. L'une des victimes a fait un dessin de l'animal, ajouta-t-elle en montrant à Stone un dessin d'enfant portant le nom de Tina au bas de la feuille. Il est évident que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l'identifier, dit Stone en jetant un coup d'œil au dessin. Mais à condition que ce fragment nous fournisse un peu de sang, il sera facile de vérifier s'il est porteur d'une maladie. Au fait, comment appelle-t-il cet animal? Basilicus amoratus a 3 doigts, une anomalie génétique, répondit la laboratine en lisant le document. Bon, dit Stone, mettons-nous au travail. En attendant qu'il dégèle, faites une radio et prenez quelques photos pour le dossier. Dès que vous aurez du sang, commencez les recherches d'anticorps jusqu'à ce que nous ayons trouvé une structure voisine. Prévenez-moi s'il y a un problème. Avant le déjeuner, le laboratoire avait la réponse. Le sang du lézard ne montrait aucune réactivité notable aux antigènes viraux ou bactériens. Ils avaient également effectué des tests de toxicité et trouvé une seule réponse positive, une légère réactivité au venin du cobra royal de l'Inde. Mais ce type de réactivité était courant entre les différents reptiles, et le Dr Stone ne jugea pas utile de le mentionner dans le fax que la laboratine envoya le soir même au Dr Martin Gutiérrez. Ils n'essayèrent pas d'identifier le lézard, il faudrait attendre le retour du docteur Simpson. Comme il ne devait pas rentrer avant plusieurs semaines, sa secrétaire demanda au laboratoire de Columbia de conserver le fragment de lézard pendant ce temps. Le docteur Stone le glissa dans le sac à fermeture éclair et plaça le tout dans la chambre froide. Martin Gutiérrez prit connaissance du fax du centre médical de Columbia,
laboratoire des maladies tropicales. Le texte était laconique. Sujet Basilicus amoratus avec anomalie génétique, transmis par le bureau du docteur Simpson. Matériel segment postérieur animal partiellement dévoré. Examen pratiqué radiographie, examen microscopique, RTX immunologique, maladie virale, parasitaire et bactérienne. Résultat aucun signe histologique ni immunologique de maladie transmissible à l'homme dans cet échantillon de Basilicus amoratus. Richard A. Stone, directeur du laboratoire. Gutiérrez tira deux conclusions de l'étude de ces résultats. Premièrement, l'identification du lézard comme un basilic avait été confirmée par des scientifiques de l'Université de Columbia. Deuxièmement, l'absence de maladie transmissible signifiait que les cas récents de morsure par cette espèce ne présentaient aucun danger grave pour le Costa Rica. Il avait au contraire le sentiment que sa première théorie était la bonne. Des lézards appartenant à une espèce inconnue avaient été chassés de leur habitat naturel et s'approchaient de la population locale. Gutiérrez avait la conviction qu'il suffirait de quelques semaines pour que les lézards s'adaptent à leur nouveau milieu et que les attaques cessent. Des trompes d'eau s'abattaient sur le toit de tôle ondulé de la clinique de Bayaranasco. Il était près de minuit, l'électricité avait été coupée par l'orage et Elena Morales, la sage-femme, travaillait à la lumière d'une torche électrique quand elle perçut un petit cri aigu, une sorte de gazouillement bref. Croyant qu'il s'agissait d'un rat, elle posa rapidement une compresse sur le front de la jeune accouchée et se dirigea vers la salle contiguë où se trouvait un nouveau-né. Au moment où elle posa la main sur la poignée de la porte, elle entendit un autre gazouillement et elle se détendit. C'était à l'évidence un oiseau qui voltait dans l'encadrement de la fenêtre en cherchant à s'abriter de la pluie. Une vieille croyance affirmait que, lorsqu'un oiseau venait voir un nouveau-né, c'était signe de chance. Helena ouvrit la porte. Le bébé était couché dans un couffin en osier, emmailloté dans un lange léger, de sorte que seul son visage était découvert. Autour du couffin, 3 lézards d'un vert sombre étaient accroupis comme des gargouilles. En voyant Helena, ils penchèrent la tête sur le côté et la regardèrent avec curiosité, mais ils ne prirent pas la fuite. À la lumière de sa torche, Helena vit le sang qui coulait de leur gueule. Un lézard se pencha lentement avec un petit gazouillement et d'un mouvement preste de la tête arracha une bouchée de chair dans le berceau. Helena se précipita en hurlant vers les lézards qui s'enfuirent dans l'obscurité. Avant même d'avoir atteint le couffin, elle avait compris ce qu'ils avaient fait au visage du bébé et elle savait qu'il devait être mort. Les lézards s'enfoncèrent dans la nuit en babillant et en laissant sur le sol des empreintes de pattes à 3 doigts comme celles des oiseaux. La forme des données. Un peu plus tard, quand elle eut retrouvé son calme, Helena Morales décida de ne pas faire état de l'attaque des lézards. Malgré la scène horrible dont elle avait été témoin, elle redoutait que l'on ne l'accuse d'avoir laissé le bébé sans surveillance. Elle annonça donc à la mère que le nouveau-né était mort asphyxié et elle remplit des formulaires qu'elle envoya à San José en déclarant qu'il s'agissait d'un brusque syndrome infantile mortel, un syndrome inexpliqué et banal chez les enfants en bas âge, et son rapport ne fut jamais mis en doute. Le laboratoire universitaire de San José, qui analysa l'échantillon de salive prélevé sur le bras de Tina Bowman, fit 2 découvertes étonnantes. Comme prévu, elle contenait une grande quantité de sérotonine, mais une des protéines de la salive était tout à fait exceptionnelle. Une masse moléculaire de 1 980 000, une des plus grosses connues. Les résultats de l'activité biologique n'étaient pas encore connus. Il semblait s'agir d'une substance neurotoxique apparentée au venin du cobra, mais à la structure plus primitive. Le laboratoire décela également des traces de gamma-aminométhionine, une hydrolase. Comme cette enzyme était un marqueur en génie génétique et n'existait pas chez les animaux sauvages, les techniciens supposèrent qu'il y avait eu contamination au laboratoire, et ils n'en firent pas mention quand ils appelèrent le docteur Cruz, le médecin de Punta Arenas, qui leur avait fait parvenir l'échantillon. Le fragment de lézard attendait dans la chambre froide du laboratoire des maladies tropicales de l'Université de Columbia le retour du docteur Simpson, qui n'était pas prévu avant au moins 1 mois. Les choses auraient pu demeurer en l'état
si une laborantine nommée Alice Levin n'avait vu le dessin de Tina Bowman en entrant dans le labo. Qui a dessiné ce dinosaure demanda-t-elle. Quoi fit Richard Stone en se retournant lentement vers elle. Le dinosaure, c'en est bien un, non? Mon fils passe son temps à en dessiner. C'est un lézard, répliqua Stone. Un lézard du Costa Rica qu'une gamine en vacances a dessiné. Non, insista Alice Levin en secouant vigoureusement la tête. Regardez bien, il n'y a aucun doute. Une grosse tête, un long cou, une queue épaisse, debout sur les pattes de derrière, c'est un dinosaure. Impossible, il ne faisait que 30 centimètres de haut. Et alors fit Alice. Il y avait de petits dinosaures. Je sais de quoi je parle, j'ai 2 garçons et je suis devenue une spécialiste. Le plus petit dinosaure mesurait moins de 30 centimètres. Je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient, ils ont tous des noms impossibles. Après 10 ans, on est incapable de les retenir. Vous n'avez pas compris, dit Richard Stone. Ce dessin représente un animal contemporain dont on nous a envoyé un fragment. Il est dans la chambre froide. Stone alla chercher le sac en plastique et le secoua pour faire tomber le fragment de lézard sur une table. Alice Levin examina sans la toucher la partie postérieure congelée de l'animal et haussa les épaules. Je ne sais pas, murmura-t-elle, mais pour moi, cela ressemble à un dinosaure. C'est impossible, riposta Stone en secouant la tête. Pourquoi? Il pourrait s'agir de restes, de vestiges, je ne sais pas comment on appelle ça. Stone continua de secouer la tête. Alice était mal informée. Ce n'était qu'une technicienne du laboratoire de bactériologie dotée d'une imagination fertile. Stone se souvenait qu'elle avait cru un jour être suivie dans la rue par un des garçons de laboratoire. Vous savez, Richard, reprit Alice Levin, s'il s'agit vraiment d'un dinosaure, c'est un coup sensationnel. Ce n'est pas un dinosaure. Quelqu'un a vérifié? Non, répondit Stone. Eh bien, poursuivit Alice, envoyez-le au muséum d'histoire naturelle ou ailleurs. Vous devriez le faire, vous savez. Cela m'embarrasserait beaucoup. Voulez-vous que je m'en occupe? Non, répondit Richard Stone. Je ne veux pas. Du coup, vous n'allez rien faire? Rien du tout. Il remporta le sac dans la chambre froide et claqua la porte. C'est un lézard, reprit-il, pas un dinosaure. Et de toute façon, nous attendrons que le docteur Simpson revienne de Bornéo pour l'identifier. Ce lézard n'ira nulle part, Alice. Un point, c'est tout.